La séance... Merci Priyanka. La séance est enregistrée et donc nous allons débuter tout de suite cette séance sur la sous-traitance des fonctions en aval. Donc principalement, enfin la sous-traitance en général, mais principalement concentrée sur tout ce qui est distribution, voire stockage, distribution. Pour commencer, un petit sondage, s'il fonctionne. Voilà, si on peut nous envoyer un petit sondage pour savoir, juste comme ça, pour se mettre un peu dans le bain. Dans le bain, prendre la température, savoir si tout va bien. C'est une expression idiote d'ailleurs. Pourquoi se mettre dans un bain? Oui, c'est vrai. Bon, dans l'ambiance, dans le contexte. Surtout toi, Gilles, t'aimes pas être mouillé. Hein? Ah, mais pourtant, quand même, tous les matins, je fais cet effort. On ne va pas rentrer dans les détails. Non. Mais c'est gentil. Trop d'informations. Merci. Donc, on va regarder un peu, savoir comment tout le monde va bien. Magnifique. Bon, vraiment, voilà, tout le monde est au-dessus de la barre. Bravo, félicitations, on est content. C'est positif. Ah, voilà, c'est un vendredi avec une bonne énergie. Voilà, il y a toujours des hauts et des bas, hein, comme on dit. Mais pour profiter des hauts, eh ben, il faut souvent passer par les bas. C'est la théorie des contraires. Hein. On ne connaît une chose qu'en ayant fait l'expérience de son contraire. Il faut mépriser les hauts et repriser les bas. Voilà, merci pour cette sagesse du jour, Pierre. Est-ce que tu veux que je te laisse présenter ce qui se passe cette semaine et peut-être la progression Avec plaisir. Prendre l'introduction comme ça. Merci, Pierre. Il y a aussi la discussion sur le push-pull. Peut-être tu peux prendre voilà, tout à fait. Cette partie d'introduction. Merci. Alors, ce cours, c'est sur la fonction en aval, M6, et les fonctions capacitantes de la chaîne d'approvisionnement. En anglais, on appelle ça enabling function et on a traduit ça par des fonctions capacitantes. Rappelez-vous, il y a 8 fonctions opérationnelles, il y a 5 fonctions capacitantes et les fonctions capacitantes capacitent les fonctions opérationnelles. Donc, il y a une interrelation. Le régulatoire, l'agence de régulation de la pharmacie, elle capacite la chaîne d'approvisionnement, mais elle n'est pas la chaîne d'approvisionnement. Le financement, c'est une des autres fonctions capacitantes. Ce n'est pas la chaîne d'approvisionnement, mais elle capacite la chaîne, les opérations de la chaîne d'approvisionnement. Donc, il faut bien distinguer les deux et je pense que maintenant, vous le faites. Les discussions auxquelles vous pouvez participer, c'est le module 6, leçon 2. PPPS, qu'est-ce que c'est déjà, PPPS? Gilles, tu t'en rappelles? PPPS, tu me prends comme ça là d'une bah non, mais alors on est sec là. Je vais te retrouver ça tout de suite. Quand on navigue de l'anglais au français, on ne s'en rappelle plus. Bref, on va vous le dire. Exprimez votre opinion, module 6, fonction 3, flux poussé, donc on appelle ça l'allocation, ou alors le push, comparé au flux tiré, c'est-à-dire la réquisition, c'est-à-dire le pull. En fait, même si on est dans un environnement francophone et on souhaiterait rester francophone, on est très influencé par l'anglophone. Et les anglophones nous ont parlé du push, du pull, et on l'utilise. C'est malheureux, parce qu'en fait, on a des termes qui peuvent être beaucoup plus précis que les anglais. Et donc, allocation, ça a été utilisé comme du push, mais en fait, c'est du flux poussé. C'est-à-dire qu'on pousse une quantité. Alors que le flux, le pull, c'est-à-dire la réquisition, c'est du flux tiré. C'est-à-dire que c'est bien le niveau périphérique ou le niveau intermédiaire qui donne une réquisition, qui tire leurs besoins. Alors que le flux poussé, c'est le niveau central qui estime le besoin. Donc, ça a beaucoup d'implications et c'est une discussion qui est importante d'avoir, je dirais Gilles,
parce qu'il y a plein de choses qui sont importantes, tout est important dans la vie. Mais c'est essentiel d'en discuter, de connaître les tenants et les aboutissants, sachant que on est dans un système où rien n'est clair, tout est gris, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris, c'est-à-dire qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, pour les deux flux. Et ce n'est pas si évident de dire que idéalement c'est la réquisition, les flux tirés qu'il faut installer dans un pays. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, on vous a demandé aussi de... oui, c'est ça. Premier FIFO, first in, first out. En français, c'est premier... Pas FIFO. Hein? First expired, c'est FIFO, first expired. Oui, c'est ça. Premier périmé, premier sorti. N'est-ce pas? Voilà, on l'a eu. Exprimez votre opinion sur le module 7, c'est-à-dire leçon 1, leçon 2, leçon 3. Et à chaque fois, on vous demande si vous êtes dans le bain ou plus précisément si vous êtes dans le même bateau, si on est dans le même bateau, si je peux m'exprimer ainsi. Et le devoir hebdomadaire numéro 4, c'est la distribution jusqu'au dernier kilomètre. Alors, d'ailleurs, j'avais corrigé ça. C'est jusqu'au dernier kilomètre au pluriel, parce qu'il y a plusieurs kilomètres. En fait, c'est une expression, c'est un jargon de notre métier, mais en fait, ce n'est pas jusqu'au dernier kilomètre, c'est jusqu'aux formations sanitaires, en fait, c'est ça que ça veut dire. Mais étrangement, on a traduit ça par jusqu'au dernier kilomètre, ce qui est un peu stupide. C'est distribution jusqu'au dernier échelon, jusqu'aux formations sanitaires. Donc ça, c'est ce qui se passe cette semaine, ce qui s'est passé cette semaine. Et pour ceux qui sont en retard, on vous demande de bien vous intégrer dans ces forums et de lire ce qui a été dit parce que, encore une fois, la méthodologie de B-Skill, c'est véritablement de créer des forums pour partager. Hein, là, on parle bien de butiner le savoir qui est partagé par d'autres personnes. Ça nous amène à la progression des participants. Ce matin à 8 heures, eh ben, on a quand même sur les, c'est ça, 13, on est une vingtaine de participants, un peu moins. Il y a eu des améliorations. Globalement, 90%, 80% des gens sont quasiment au bon moment et ont bien progressé. Bravo. Il y en a 2 ou 3 qui sont un peu en retard, mais c'est un retard tout à fait rattrapable. Bravo. On a plein de gens qui sont, 2 ou 3 personnes qui sont là où ils devraient être au niveau de la progression, et la plupart des gens, c'est une question de quelques heures de travail. Donc, bravo d'avoir été assidu, aussi bien assidu. Donc, ici, on va en discuter ensemble pendant 10 minutes. Exprimez votre opinion sur cette leçon numéro 3. Pour vous, quel est le meilleur modèle de distribution? Donc, il y a 4 modèles, les flux tirés réquisition ou en anglais pool, flux poussés allocation en anglais push, des flux hybrides. Et alors, il faudra que vous définissiez ce que vous entendez par hybride. Et ensuite, dans quelle mesure on peut y ajouter le flux tendu, c'est-à-dire du juste à temps, en anglais just in time. Et on vous demande globalement de participer à cette discussion pour dire s'il y a des choses qui ont fonctionné jusqu'à maintenant ou qui ont été modifiées, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, puisque le diable est dans les détails, et on sait très bien qu'il y a différents flux dans votre pays, puisqu'on en a fait la cartographie des flux, il y a des flux spécifiques liés aux produits et médicaments essentiels, les MEG, et il y a des flux spécifiques liés aux produits programmes. VIH, tuberculose, palu,
PEV, etc. La transfusion sanguine aussi en fait partie. Il y a des flux encore plus spécifiques quand il y a des campagnes. Pour les moustiquaires, il y a les moustiquaires d'une manière routinière, la distribution des moustiquaires d'une manière routinière, mais il y a aussi des campagnes d'immunisation. Et notamment, alors qu'aujourd'hui, en Afrique, on a une recrudescence de la polio. La polio était en retard à cause de ces 2 années Covid. Et donc, la polio a ressurgi. Et c'est très problématique. Je crois que c'était au Mozambique et au Malawi. Il y a eu plusieurs cas de polio. Et je pense que Madagascar a dû reprendre les choses en main. Il y a eu des campagnes de masse polio pour récupérer le retard. Voilà. Gilles, qu'est-ce qu'on fait de ces 10 minutes? C'est maintenant? C'est plus tard? Bon, s'il y a des commentaires particuliers, oui, c'est maintenant. Hein. S'il y a des commentaires particuliers à faire sur le push-pull, n'hésitez pas. Sinon, on avance. Hein. Alors, qui veut lever la main et qui veut parler un peu, nous remémorer ce qui se passe en termes de flux à Madagascar, notamment pour les différents types de produits? À vous. Quelqu'un veut essayer de répondre à ces questions? Allez, les timides. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de réponse, de retour direct, il n'y a pas de Mais problème encore. si, attends, quand même. C'est pas Personne ne veut lever la possible. main? Bien sûr que si, allez. Est-ce que ça vous semble normal de mettre un système push ou pull directement pour l'ensemble des produits, l'ensemble des régions, ou bien est-ce qu'il y a plutôt faut plutôt chercher des adaptations spécifiques? Donc, vous, système de réquisition, c'est-à-dire que les médicaments essentiels, puisque c'est le réquisition, selon vous, on est dans le push ou dans le pull? Oh, quand même. Pool. Merci. Très bien, en effet. Dès qu'il y a un système de réquisition, on est plutôt dans le pool puisque c'est une demande basée sur les besoins estimés localement, sur la demande locale. C'est la demande de consommateurs qui définit l'élément. Donc, si à Madagascar, vous êtes un système pool, donc sur une base de réquisition pour les médicaments essentiels, est-ce que ça veut dire que pour les autres produits, par exemple les programmes, ben voilà, merci, MEG et programme tuberculose, PALU, système pool aussi, d'accord, ok. Mais la distribution programme selon la disponibilité au niveau central. Donc, sur ces programmes-là aussi, c'est des demandes, c'est ça, c'est des réquisitions, mais il y a quand même une dimension de mise à disposition de quantités qui sont évaluées en amont, hein, ça doit être ça, et qui créent cette disponibilité au niveau central. Donc, d'un point de vue du niveau central, quand eux-mêmes ils sont en train de passer les commandes, ben, ils doivent penser plutôt qu'ils sont sur du push. C'est-à-dire qu'on leur envoie à eux, au niveau central, une quantité bien déterminée. Et ensuite, ce segment push se transforme en un segment pull quand, sur la base de ce qu'ils ont reçu, ils le distribuent en fonction des demandes qui viennent des niveaux périphériques, comme vous le dites, Noro-Assinam. Validation du comité GAS avec les périphériques en ligne avant état de distribution. D'accord, donc il y a une quantité, des allocations qui doivent être faites, des quantités qui doivent être faites, une allocation qui doit être faite en fonction de cette... Enfin, pour justement, hein, probablement, comme on l'a dit, il y a une partie qui est un peu push et une partie qui est pull. À un moment, la jonction
il faut que ça se gère dans les meilleures conditions. Donc, en effet, je pense que c'est ce que vous nous décrivez, hein, avec le comité et les périphériques, et il y a une évaluation un peu des quantités qui vont être ensuite distribuées, la répartition de ces quantités-là. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de négociations, pas mal de discussions, mais c'est comme ça que ça fonctionne au mieux. Ensuite, Mais attends, Gilles, oui. pour capitaliser là-dessus, euh, souvent, passer du pull au push, ça dépend du contexte. Et souvent, on a du push quand les gestionnaires de stock sont pas capables ou sont difficilement capables de commander, de calculer une réquisition au niveau supérieur. Donc, en fait, on fait ça au niveau supérieur et on estime pour eux et puis on l'envoie. Souvent, au niveau intermédiaire, ces capacités existent plus. Elles existent dans les ressources humaines, mais elles existent aussi parce qu'il y a souvent un sigle électronique. Ici, souvent, le sigle électronique a sa méthode, enfin son outil de calcul qui intègre une fonction de consommation moyenne mensuelle. Vous voyez, ça, on en a discuté dans les cours précédents. Donc, maintenant, on ne peut pas faire ça pour des campagnes temporaires, vaccination ou moustiquaire ou ailleurs, ou vaccin polio. On fait du push. On est obligé d'estimer au niveau central, on ne peut pas estimer au niveau… Et donc, pour expliquer ce que c'est que du juste à temps, c'est qu'on peut imaginer que il y a une campagne de vaccination, on a estimé qu'il y avait 100 personnes qui étaient potentiellement, plus une marge d'erreur, qui étaient potentiellement vaccinables, enfin, personnes, enfants vaccinables à la polio. Et donc, on arrive avec dans le coffre de la voiture, du pick-up, dans la glacière, 100 vaccins. Et en fait, c'est du juste à temps, là. Et donc, on vaccine 88 enfants, mais ensuite, on rapatrie au niveau intermédiaire les 12 vaccins qui n'ont pas été utilisés et qui seront utilisés ailleurs. Vous voyez, c'est un exemple de juste à temps, flux juste à temps. Un autre élément, en effet, donc merci Pierre pour ces clarifications, hein, et en effet, sur l'élément des choix pool-pool, bon, la capacité, c'est un élément important, en effet, la capacité d'un niveau à prévoir, c'est un élément, mais il y a aussi hein, d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, comme par exemple des éléments budgétaires, des contraintes budgétaires qui sont connues à des niveaux globaux, ou en effet des estimations, comme tu l'as dit, sur la base de consommation moyenne mensuelle, qui sont faites au niveau du pays et pas au niveau à une granularité locale. Ce qui fait qu'en effet, une fois qu'on a fait ces décisions, je prends l'exemple par exemple du Fonds mondial ou de l'UNICEF, qui va avoir des données au niveau national sans rentrer dans une granularité de données vraiment au niveau local. Sur les flux tendus, ça peut aussi être une choix. Bon, Pierre a pris l'exemple des vaccins, hein, mais on peut prendre par exemple des flux tendus sur des produits de forte consommation où on va décider de limiter au maximum le stockage. Le flux tendu, ça peut être de se dire on va pas avoir de stock, on va pas avoir de stock de réserve, mais Niveau intermédiaire, au niveau intermédiaire. Au niveau intermédiaire, on va pas avoir de stock de réserve Plutôt. au niveau intermédiaire, mais on va uniquement commander ce dont on a besoin. Parce que, alors, pour faire du flux tendu, ça veut dire qu'il faut complètement maîtriser le délai de réassort. Il faut savoir exactement combien de jours il y a pour réassort, pour obtenir un réassort, pour pour réapprovisionner le stock, afin de jamais manquer une opportunité de satisfaire les commandes. Merci Pierre, de satisfaire les commandes. Donc, l'exemple que tu as pris, Pierre, est très bien parce qu'en effet, on sait qu'on va vacciner 100 personnes, on envoie 100 vaccins. C'est prévu, on a prévu le jour à l'avance, donc il n'y a pas de gros enjeux en termes d'approvisionnement puisqu'on sait que c'est ce jour-là, il faut être là, c'est la campagne de vaccination. Par contre, en effet, sur un produit, moi je ne suis pas spécialiste des produits pharmaceutiques, mais disons
un produit comme le paracétamol, par exemple, quelqu'un qui sait que c'est un produit qui est consommé énormément, bon, c'est probablement pas le bon produit pour faire des flux tendus parce que, en effet, il peut y avoir des pics ou des choses comme ça. Mais imaginons qu'il y ait une consommation, prenons, je sais pas moi, par exemple, en effet, le chlore pour traiter l'eau ou des produits pour traiter l'eau dans des régions où on va s'assurer qu'en effet, à la fin de chaque journée, tout ce qui a été commandé a été consommé. Et qu'en début de journée, on va recevoir tout ce qui va être consommé pendant la journée, de manière à ne pas avoir de stock et pas avoir de rupture et être toujours bien. Et ça se fait sur des produits, par exemple, si vous savez que si vous vous rendez compte qu'en effet vous avez mal et qu'il y a un trou dans votre stock, vous allez être en rupture, dès que vous vous en rendez compte, vous savez que comme il y a un très léger délai d'approvisionnement, vous allez pouvoir tout de suite appeler l'entrepôt central ou appeler votre fournisseur pour avoir tout de suite une livraison immédiate. Donc voilà, ça se fait, ces flux tendus, ça se fait dans les pharmacies, ça arrive souvent qu'ils n'ont pas tous les produits nécessaires en stock, mais dès qu'ils vont avoir besoin d'un réapprovisionnement, ils vont pouvoir le faire tout de suite. Et Donc regardez, voilà. plusieurs exemples là-dessus, c'est que quand vous allez à Paris, ici, là où Gilles et moi sommes localisés, de temps en temps, vous avez une ordonnance, vous allez acheter ce médicament. Et on vous dit, ah ben, je ne l'ai pas en stock, il a été consommé, j'avais 10 boîtes ce matin, il a été consommé, il va falloir que vous reveniez cet après-midi ou demain. En fait, la raison de ça, ça peut être diverse. Ça veut dire qu'il y a un flux tendu chez le fournisseur aussi. Donc lui, au lieu de livrer des grandes quantités, il livre des plus petites quantités. Il y a un peu du rationnement, si vous voulez. Ça, c'est une chose. Une autre chose, ça peut être de dire la pharmacie n'a pas suffisamment d'espace de stock, donc il ne peut pas stocker des grands volumes, il stocke des petits volumes. Ça peut être aussi, troisième option, c'est un médicament qui coûte très cher et la pharmacie ne veut pas investir et bloquer cet argent. Souvent, beaucoup de pharmacies travaillent avec des rotations de stock très fortes, mais avec des petits stocks. Mais alors, vous pouvez vous dire la conséquence de ça, c'est que ça oblige Gilles à revenir le lendemain matin. Donc, ça lui fait de déplacements. Et vous pouvez dire c'est un service qui est très mauvais, finalement. Ça veut dire que ça peut être considéré comme une rupture de stock. Maintenant, il y a beaucoup de pharmacies, ils se foutent de ce niveau de service, mais par contre, eux, ils veulent maximiser leurs profits en ayant très peu de stock et en demandant aux patients de revenir, ce qui est, à mon avis, une grave erreur. Une centrale d'achat ne devrait pas rentrer dans ce niveau de stratégie, mais vous voyez que ce n'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup d'options avec des causes et des conséquences différentes. À toi, Gilles. Merci beaucoup Pierre. Voilà, merci aussi pour les commentaires sur le chat de Neuroacina. Je pense que vous avez vu qu'en effet, la distribution de vaccins dépend des cibles par district, ainsi que la répartition des produits pour la campagne. Donc voilà, beaucoup de conditions pour faire qu'on puisse décider de faire du flux tendu ou pas. Mais c'est très puissant comme terme et il faut vraiment les mettre dans votre plan stratégique quand il sera développé et probablement modéliser quelles sections de la chaîne de centrale à périphérique sont à flux poussé ou à flux tiré, lesquelles sont à flux tendu. Un autre exemple de flux tendu, si vous décidez à Madagascar de ne plus avoir des entrepôts intermédiaires, mais d'avoir des centres de distribution, de transbordement, ben, c'est du flux tendu, parce que ça veut dire que vous avez quasiment pas de stock. Le gros camion va arriver le mardi matin et les petits camions, le mardi après-midi, vont livrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock à ce niveau intermédiaire. C'est du flux tendu. À toi, Gilles. Merci Pierre. Donc, aujourd'hui, la séance qu'on aborde va parler de la sous-traitance et comment sous-traiter. Donc, qu'est-ce que la sous-traitance? Tu as un chat dans la gorge. Et tu vois encore Encore une vraiment, expression. Pourquoi on fout un chat dans la gorge? c'est vrai, c'est pas très agréable. Un furet. Ça serait mieux de mettre un furet. À toi. Donc, engager la sous-traitance, bon, bah, en fait, c'est d'engager une tierce partie
en général un prestataire de service, pour effectuer des activités qui pourraient être faites par l'organisation. Voilà. Donc, en gros, hein, une organisation décide de déléguer à une autre organisation certaines de ses activités, des activités dont elle a la responsabilité. Alors, quelles sont les activités qui peuvent être sous-traitées en général dans la chaîne d'approvisionnement? Il y a les achats, mais ce n'est pas forcément le plus courant. Hein. Externaliser les achats, il y a de l'argent beaucoup d'argent qui est en compte. Il y a aussi une connaissance importante des produits. C'est vraiment le sourcing, hein, comme on dit, les achats, c'est quelque chose de vraiment stratégique. Donc, ce n'est pas forcément la première chose que les organisations vont chercher à externaliser. Le bâtiment ou l'entreposage central ou intermédiaire, alors ça, l'entreposage, oui, en effet, c'est une fonction qui est très souvent externalisée parce qu'il y a beaucoup de compétences génériques, on va dire, hein, qui sont liées à la gestion d'un entrepôt, à l'entreposage. Et il y a aussi un potentiel de gain de coût très important. Donc, en externalisant l'entreposage, on peut avoir un effet d'échelle en passant chez des prestataires qui ont déjà beaucoup d'activités d'entreposage. Ensuite, le transport. Alors, le transport international ou le transport national peut être sous-traité. C'est très souvent le cas. Hein. Il y a peu d'organisations qui ont leur propre flotte, mais ça existe. Hein, on va le voir. Il y a des solutions mixtes. Mais le transport, parce que ça demande une certaine compétence, parce qu'il y a aussi une compétence, une certaine compétence, ça requiert une compétence très particulière. Et pas seulement une compétence, mais aussi une culture très particulière. Gérer des chauffeurs, gérer une flotte de camions, c'est quelque chose de vraiment qui demande beaucoup d'efforts, une connaissance, non seulement en effet une connaissance technique, mais aussi une connaissance humaine qui n'est pas négligeable. Donc, c'est souvent une fonction que les gens cherchent, que les organisations cherchent à externaliser. La sécurité, c'est un métier très particulier. C'est probablement une des premières choses que les gens vont vouloir, que les organisations vont vouloir externaliser. Ça demande parfois une présence en termes de ressources humaines 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutes les organisations ne sont pas paramétrées pour gérer ce type de contrat, pour gérer ce type de ressources humaines. Et puis, il y a des investissements techniques, il y a une vraie connaissance particulière, c'est un vrai métier qu'on ne peut pas forcément rapprocher de la supply chain. Donc là aussi, une externalisation de la sécurité assez courante. Et gestion de l'information, hein, au sens informatique, hein, les données numériques. Et en effet, là aussi, il peut y avoir une volonté d'externaliser le système de données, la gestion des bases de données, la gestion du système. Voilà, tout cet aspect-là peut être externalisé. Alors, dans le chat, vous nous avez mis le contrôle qualité, peut-il être sous-traité? Oui, le contrôle qualité peut être sous-traité, en effet. Il peut l'être complètement, entièrement, à savoir que on fait appel à une organisation externe pour gérer le contrôle qualité. Il peut l'être aussi de manière partielle. On va demander, par exemple, à une organisation de faire le contrôle qualité uniquement sur la qualité des produits et non pas sur la qualité des shipments, sur la qualité des livraisons. Ou bien il peut être aussi parfois en doublon, et ça c'est très souvent le cas, c'est-à-dire que par exemple on va mandater une entreprise extérieure, il y en a beaucoup, hein, Veritas, SGS, ce type d'organisation, dont le métier c'est de faire du contrôle qualité. Et donc ils vont faire des prélèvements sur les shipments, hein, sur les livraisons qui arrivent en amont pour vérifier que les produits sont bien conformes aux accords contractuels. L'avantage de faire regarde les LFA pour le Fonds mondial, qui sont les Local Fund Agents. En fait, c'est de l'audit qui a été sous-traité du Fonds mondial Genève
dans les pays. OK. C'est une sous-traitance, en effet. Voilà, en effet, le Fonds mondial a identifié des acteurs locaux qui peuvent être, en effet, leurs agents. L'avantage de faire appel à des sociétés comme SGS ou Veritas, hein, c'est que ce sont des sociétés qui sont reconnues, qui sont très souvent aussi Neutre. accréditées et neutres accréditées par le gouvernement, accréditées par les douanes, neutres. Elles ont souvent des autorisations pour aller en douane. Donc, si jamais il y a un litige avec votre fournisseur, par exemple, sur la qualité, le fait d'avoir fait appel à une société tierce, ça vous donnera beaucoup plus de poids dans une négociation, dans une résolution de conflit, hein, de litige, que si jamais c'est vous qui avez fait le contrôle qualité à l'arrivée. Voilà. Ça peut arriver hein, qu'un contrôle qualité, vous arrivez, vous avez une livraison qui arrive, vous ouvrez le camion et vous vous rendez compte tout de suite, vous voyez par exemple, il y a eu de l'eau. L'eau a coulé sur les cartons. Vous voyez que tous les cartons sont mouillés. Bon, un réceptionnaire, quand il voit ça, il a le droit de refuser la livraison du camion. C'est une grosse décision parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est impliqué. C'est des gros montants qui sont impliqués. Donc, on sait que quand on fait ça, il va y avoir litige. Hein, une fois sur deux, quand vous refusez une livraison, parce que, alors, il faut prendre des photos, il faut faire tout ça. Et en effet, ça vous aide dans la gestion du litige. Ça ne va pas vous arranger, vous, parce que peut-être que la livraison que vous attendiez, elle était en flux tendu et peut-être qu'il y avait une consommation immédiate qui était nécessaire. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir faire. Donc, là, dans cet exemple-là, hein, on s'éloigne un peu du sujet, mais dans cet exemple-là, si vous avez fait appel à une tierce, à une compagnie tierce pour faire ça, elle sera plus en même de justifier pourquoi elle a refusé une livraison, alors que si vous avez refusé une livraison, peut-être que le client va dire « Ah, vous ne vouliez pas payer » ou « Vous n'aviez pas… » Il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer derrière. Donc voilà, pour répondre à cette question spécifiquement. Et puis d'autres éléments, la tenue de gestion en général du magasin, oui en effet, les sous-traités, la tenue de gestion du magasin, tout ce qui est lié au magasin, c'est l'élément sur l'entreposage, voilà exactement. La sécurité en effet aussi, et la dispensation dans une pharmacie aussi. Ah, ça, je ne le savais pas, je ne savais pas comment… Une pharmacie privée, en fait, est-ce qu'on ne peut pas voir ça comme une sous-traitance? Une pharmacie privée, vous avez un patient qui peut aller dans une pharmacie publique d'hôpital et qui donne l'ordonnance et qui reçoit la dispensation. Mais la même activité dans une pharmacie privée qui est ensuite remboursée par la couverture universelle de santé universelle, c'est de la sous-traitance. Non? Peut-être, oui. Oui, en effet, c'est une certaine forme de sous-traitance, c'est vrai. Bon, de toute manière, en effet, les gens ne peuvent pas à la pharmacie publique de l'hôpital. D'accord. Comment on fait pour externaliser la gestion de l'information? C'est des gros projets, hein. Ça, ce sont des très, très gros projets. Quand vous voulez externaliser la gestion des informations, en général, c'est des projets qui se déroulent sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein. Il faut faire appel à des prestataires qui sont très spécifiques dans la gestion des données. Et même, en général, ça se fait par phase. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez commencer par externaliser la gestion des données de stock. Ça peut être en parallèle ou pas d'une externalisation du magasin et de l'entreposage. Vous allez faire appel à vos prestataires informatiques, hein, une société de services informatiques, ce qu'on appelle les SS2I. Et ces sociétés de prestations, elles vont vous aider à externaliser, identifier en fait déjà vos flux d'informations, les flux de données, où sont les données, quel type de système vous allez avoir besoin, et elles vont vous aider à externaliser, c'est-à-dire transférer toute la gestion de ces données à un prestataire. Après, vous pouvez garder la main sur beaucoup d'éléments de la gestion de données, notamment par exemple l'entrée des données, en général l'entrée des données, hein, l'entrée dans le système des données, c'est toujours quelque chose que l'organisation va garder en interne. Par contre, comment ces données sont stockées, où est-ce qu'elles sont gardées, le type de rapports qui vont être produits, comment on peut accéder aux bases de données pour les travailler, faire une évaluation d'activité, tout ça, ça peut être externalisé. En général, quand on externalise l'information, ça ne veut pas dire qu'on a fermé le système informatique en interne.
il va falloir garder des compétences, mais on va y revenir, on va parler de ça un peu plus loin, il va falloir garder des compétences en interne pour gérer le prestataire de service. Quand on ferme un service, que ce soit l'entreposage, que ce soit le transport, il faut bien penser que d'un seul coup, il va falloir garder quand même en interne un minimum de compétences sur ce domaine-là pour pouvoir être un interlocuteur crédible quand on s'engage avec le fournisseur. La sous-traitance du transport à l'intérieur du pays est la plus courante. En effet, tout ce qui est distribution, comme on le disait un peu au début, c'est quelque chose d'assez… Gilles, ça ne serait pas plutôt le transitaire? Le Là, en transit. l'occurrence, on parle de vraiment tout ce qui est distribution vers les Mais centres. globalement, du manufacturier jusqu'à l'entrepôt central, Oui, souvent, en général, enfin, à 100% du temps, c'est 100%. géré, c'est sous-traité par un transitaire. Donc, C'est c'est vrai, plutôt ça. ce qu'on appelle les freight forwarders, tous les freight forwarders, les Kuehne+Nagel, les Danzas, ce genre de grosses boîtes. Il y en a des plus petits. Ce sont des gens qui, en fait, vont gérer pour vous tout le transport. Donc, vous leur transmettez, en effet, voilà, on a telle cargaison qui va partir de tel endroit, qui doit arriver à tel endroit, et ils vont vous gérer l'ensemble. Faut-il qu'on corrige la diapo? Parce qu'en fait, c'est le transitaire. Oui, on pourra la corriger ou on pourra mentionner une autre, on pourra ajouter à ça, en effet, c'est vrai. Après, en effet, le transport en amont, il peut être externalisé, mais il peut être parfois externalisé pas. Ça dépend de l'incoterm. Oui, on est d'accord. Si vous avez un incoterm DDP, par exemple, donc livraison, ça veut dire qu'en fait, l'externalisation, elle a bien lieu, mais c'est le fournisseur. C'est votre fournisseur qui se charge d'externaliser le transport, puisque vous n'avez pas la responsabilité sur le transport. Si par contre, vous avez un incoterm CIF, d'accord, alors là, en effet, peut-être que vous allez vouloir externaliser la partie, tout ce qui est dédouanement, plus transport jusqu'à l'entrepôt central, à un agent sous douane qui va prendre tout ça Donc tout ça, ce sont des segments, on le voit, ce sont des segments, et la façon dont on va l'analyser va dépendre du point de vue, de la position qu'on a sur ces segments, quoi. Donc ça, c'est un des points quand même qui rend parfois un peu complexe les discussions qu'on peut avoir et la formation à la supply chain, c'est que suivant là où vous êtes placé sur cette chaîne, vous allez avoir une interprétation différente de ce que c'est que l'amont, de ce que c'est que l'aval, de ce que c'est que du push, de ce que c'est que du pull, de ce que c'est que de l'externalisation ou de ce que c'est que de l'internalisation. Donc, il faut intégrer tout ça avec le point de vue sur lequel vous êtes pour regarder l'ensemble de la chaîne. Donc là, quelques exemples de en quoi la sous-traitance peut-elle être bénéfique. Vous allez voir dans ce cours, on est assez positif sur tout ce qui est sous-traitance. Ça va dans le sens de l'histoire. Les approches comme ça un peu poussent beaucoup pour que, au niveau économique, il y ait des engagements, comment ça s'appelle, des collaborations. On pense de manière générale que c'est bien qu'un métier qu'une organisation se recentre au maximum sur son cœur de métier, là où elle a une vraie valeur ajoutée et qu'elle externalise ce sur quoi elle n'est pas forcément experte. Voilà. Alors voilà, c'est une pensée, on va dire, économique ou business du moment. Voilà, il faut la prendre, il faut la considérer en tant que telle. Il y a des raisons pour lesquelles on la porte, on la présente, mais c'est pas one size fits all. C'est pas cette solution va marcher partout. Comme le disait Pierre un peu philosophiquement tout à l'heure, il y a des zones de gris, des zones plus ou moins grises, plus ou moins foncées. C'est rarement tout noir ou tout blanc. Donc, il faut en effet trouver le juste milieu. Mais en gros, quels sont les problèmes que des organisations du secteur public peuvent essayer de régler en externalisant? Bon, il peut y avoir un manque de compétences internes, une forte rotation des employés. Si jamais une organisation a du mal à sécuriser son personnel, le fait d'externaliser une fonction peut permettre de sécuriser une continuité
dans la gestion des activités. Voilà. Et c'est vrai que les organisations qu'on appelle les 3PL, là, les 3PL, ça veut dire Third Party Logistics, ça vient de l'anglais, hein, 3PL, Third Party Logistics, partie tierce logistique. Voilà, c'est des gens qui ont des expertises très particulières et qui, évidemment, en général, gardent leur personnel sur ces emplois. Si une organisation a des ressources limitées pour investir, par exemple, si jamais vous avez une forte croissance dans la demande, mais peut-être que vous n'avez pas les ressources pour acheter un nouvel entrepôt, pour recruter une soixantaine de personnes, et bien dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez gérer cette croissance par externalisation. Ça veut dire garder votre entrepôt pour 60% de votre activité et les 40 nouveaux pourcents que vous allez devoir gérer par la croissance, vous l'externalisez avec un prestataire de service, voire d'un seul coup, tout externaliser les 100%. Donc, pour gérer une croissance, si vous n'avez pas d'investissement initiaux, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir externaliser sans faire un investissement initial important. Voilà, ensuite, un volume d'affaires insuffisant pour faire des économies d'échelle. Hein. Donc, en effet, les prestataires logistiques, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup de clients. Donc, ils peuvent réduire de manière significative leurs coûts. Hein. Quand on a un volume d'activité très élevé, un prestataire logistique qui ferait de la nourriture, du médicament et puis peut-être du matériel en même temps, ils vont avoir un très grand entrepôt, beaucoup de clients, et s'ils ont une bonne expertise pour gérer les différents types de produits, il va y avoir un gain de coût très important. Donc là, il va y avoir une nécessité de négocier les coûts, et là, il y a vraiment un énorme travail sur la négociation des coûts qui est très, très, très importante pour s'assurer qu'au bout du compte, l'organisation va y gagner. Un des points quand même liés à ces coûts-là, et c'est le point d'après, c'est de pouvoir passer en coût variable plutôt que d'être en coût fixe. Donc des fois, ça va vous coûter un petit peu plus cher, mais rien que le fait de passer en coût variable va vous alléger énormément. Pourquoi? Parce que s'il y a une forte saisonnalité sur vos produits, ce qui est souvent le cas dans les produits pharmaceutiques, s'il y a une forte saisonnalité, ça veut dire que vous allez payer cher dans les périodes où il y a beaucoup d'activité. Par contre, les périodes où il y a très peu d'activité, vous allez payer très peu. Or, si tout est internalisé, quel que soit le niveau d'activité, vous avez des coûts fixes qui vont tomber tout le temps. La gestion, les coûts des infrastructures, les coûts de personnel, bien évidemment, tous ces coûts-là, ils tombent tous les mois, quoi qu'il arrive. Même si vous n'avez pas bougé une boîte, il va quand même falloir payer énormément. Alors que quand vous externalisez, en général, les contrats, ils sont négociés à la boîte. C'est-à-dire que chaque boîte, chaque ligne de commande, vous payez. S'il n'y a pas de ligne de commande, vous ne payez pas. Donc, comme ça, vous payez peu. Il y a parfois une marge minimale. Donc, tout ça sont des éléments qui se négocient. C'est une grosse demande, un gros travail de négociation quand vous allez faire un contrat d'externalisation sur du transport ou sur de l'entreposage. Et puis, finalement, si vous avez un problème de prestation, de qualité de prestation de service, c'est vrai que parfois en interne, si vous avez des problèmes de qualité en interne, ça peut être très compliqué à gérer. Je prends un exemple, s'il y a des tensions entre les équipes au niveau de l'entrepôt et le donneur d'ordre ou le centre au niveau du ministère de la Santé, par exemple, ou des choses comme ça peut être très compliqué de mettre en place des mesures qui vont accroître la performance des équipes en interne. Parce qu'il peut y avoir des raisons, si vous êtes par exemple, si on travaille avec des contrats qui sont très, très spécifiques en termes d'incentives, en termes de rétribution en termes de qualité de service augmenté, mais aussi peut-être qui peuvent être difficiles en cas de pénalité, si jamais il y a des personnes qui sont… Bon, tout ça, c'est des éléments compliqués qu'on ne veut pas forcément avoir à gérer. Et si on externalise, c'est qu'on est dans une relation beaucoup plus simple, où en fait, il y a un prestataire de service, on lui donne des indicateurs de succès, soit il est dedans, soit il n'est pas dedans, et il y a des pénalités qu'on paye financièrement pour lui dire, bah voilà, la qualité de service n'est pas là, il faut vous demander. Gilles, est-ce qu'on pourrait demander à notre auditoire, excuse-moi de t'interrompre, on pourrait demander à l'auditoire de dire, peut-être dans le chat,
s'ils trouvent qu'il y a une section, une fonction de la chaîne d'approvisionnement qui n'est pas totalement efficace et effective, et qu'est-ce qu'ils suggéraient de sous-traiter au Madagascar et à quel niveau? On peut demander ça, mais je propose juste de demander qu'est-ce que vous suggérez, sans parler de quel segment est effectif ou effectif. On ne veut pas créer de tension hein, au sein de la grande île. Ouais, Donc, qui pas pourrait être de. amélioré, on va voir ça Voilà. d'une manière positive. Merci. Donc, je ne sais pas si, en effet, si vous avez des suggestions, hein, parce que la question qui se pose ensuite, c'est cette question-là. La sous-traitance était recommandée partout, pour tout. Hein. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, en effet, du point de vue de ce que vous voyez, vous, à Madagascar. Est-ce qu'il y a des éléments, des fonctions de la chaîne d'approvisionnement qui vous sembleraient intéressants, pour lesquels vous semblerait intéressant d'étudier, d'envisager une externalisation? N'hésitez pas à nous mettre des suggestions, des réponses avant qu'on aborde le cas du programme alimentaire mondial. Pierre, peut-être que tu nous, Je te, tu nous je te. promèneras, tu nous feras visiter ce cas du programme alimentaire mondial. Euh, D'accord. mais, mais avant cela, est-ce qu'il y a quelques suggestions avant qu'on regarde un cas pratique? Ok. Pas de suggestion. Ah, voilà, les transports, parce que beaucoup de zones sont inaccessibles. Voilà, en effet, quand il y a des zones très, très compliquées, le transport des produits vers les centres de santé. En effet, hein, cette partie-là, dont d'ailleurs Pierre mentionnait tout à l'heure en parlant des derniers kilomètres. Hein. Ce segment des derniers kilomètres est parfois très compliqué. Je ne sais pas si c'est le cas à Madagascar, hein, mais nous, on a vu des cas, notamment au Pakistan ou dans d'autres pays, où les derniers kilomètres, il faut avoir des ânes. Hein. Donc, si on n'a pas d'âne, on ne peut pas faire les derniers kilomètres. Donc, en effet, la centrale d'achat ne va pas investir dans des ânes, hein, ça c'est sûr. Ils ne vont pas investir dans ce genre de choses. Donc, en effet, il peut y avoir des contraintes très, très spécifiques sur sur les derniers kilomètres qui vont faire qu'il va falloir en effet externaliser à des gens qui ont la connaissance du terrain, qui ont des ressources spécifiques pour pouvoir gérer cette partie-là. Voilà. Regardez par exemple, Gilles, si la centrale d'achat Salama disait on sous-traite la formation à Biskill. Donc, il ne s'occupe plus de gérer la formation. Salama se met d'accord avec Biskill en disant ben, voici les types de formation, voici les besoins, voici les types de formation, il y en aura une par mois pour X nombre de personnes sous-traitées. Hein? C'est une option, mais là, bon, Ça te tiens fait bien. rêver. Ok, non, mais c'est un exemple. À vous, à toi. Merci. En effet, donc les transports, hein, vraiment, le transport, c'est quelque chose qui est souvent bien, en effet, de pouvoir sous-traiter. La gestion des pharmacies doit être sous-traitée. Là, je pense que c'est quelque chose de très, très, très spécifique. Là, Moi, je ne l'ai jamais vu. Hein. Si vous parlez des pharmacies privées Non, je pense que vous parlez ou des des pharmacies. pharmacies publiques. Des pharmacies publiques, hein. La gestion des Donc, pharmacies dans les centres de on peut santé. les sous-traiter à des pharmacies privées? Pharmacie publique, ouais, c'est ça, la gestion des pharmacies. Mais voilà, il y a une je ne veux pas dire que c'est une tendance, une culture, il y a un vent, hein, alors on ne peut pas dire que c'est néolibéral, mais c'est un peu ça, c'est quand même un peu du néolibéralisme, un vent de libéralisme qui dit qu'en effet, de plus en plus, il faut essayer de donner au secteur privé une grande partie de la responsabilité. Pas de la responsabilité. La gestion, pardon. La gestion. Merci. Merci, Pierre. Justement, la responsabilité reste Ouais. au public, mais les opérations sont sous-traitées. Merci pour ces commentaires. Merci bien. Le meilleur moyen d'améliorer l'état actuel. Alors, juste un petit point, on va y revenir, hein, mais c'est vrai, nos pharmacies sont gérées par des ONG, des associations. Chez nous, actuellement, les pharmacies publiques sont gérées par des associations ou ONG
Donc, il y a déjà une externalisation. Si elles sont gérées en effet en externe, c'est qu'il y a déjà un principe d'externalisation qui a eu lieu. Alors, juste deux choses quand même là-dessus. C'est que on a cette petite phrase qu'on dit souvent, on n'externalise pas un problème. C'est-à-dire que l'externalisation, ça peut régler des problèmes, mais ce n'est pas parce qu'on a un problème. Il faut d'abord analyser quel est le problème. Il faut faire vraiment une analyse des causes profondes du problème, parce que ce qui risque de se passer, si on n'a pas fait une bonne analyse du pourquoi ça ne marche pas, on risque en effet d'externaliser le problème. C'est-à-dire qu'au lieu que le problème soit en interne, d'un seul coup, on externalise le truc, on pense que c'est réglé, mais ce n'est pas réglé. S'il y a un problème, par exemple, si le problème, par exemple, c'est la communication, le fait d'externaliser, ça ne va pas régler un problème de communication. Il va falloir d'abord régler le problème de communication et ensuite faire l'externalisation. Mais là, ce que vous nous dites, c'est qu'en général, une grande partie des pharmacies sont déjà externalisées. Du coup, si jamais ça ne fonctionne pas, et d'ailleurs, vous le dites aussi, la gestion d'entrepôt central aussi est externalisée par Salama. Donc, là, si jamais il y a des problèmes de fonctionnement, il faut revoir la relation entre le donneur d'ordre et le prestataire de service. Revoir les contrats, revoir les critères qui ont été placés. Et souvent, ce n'est pas quelque chose où il ne faut pas chercher à taper sur la tête de l'autre ou quoi, parce que ça ne va pas marcher. Il faut essayer de s'asseoir ensemble autour de la table pour avoir un peu une approche, comme on dit, win-win, une approche où on va pouvoir, en effet, ensemble définir quels sont les problèmes, identifier la cause profonde des problèmes et trouver les actions remédiales qui vont permettre de répondre à ces enjeux. Pierre, donne-nous l'exemple, un cas concret. Un cas concret, le PAM, le cas concret. Le PAM utilise chaque jour environ 5000 camions dans le monde, dont la majorité est fournie par des transporteurs privés. Il exploite 800 de ses propres véhicules uniquement dans des zones où il n'y a pas de marché commercial ou pour des itinéraires qui ne sont pas commercialement viables. Grâce à ses propres capacités d'expédition de fret et un ensemble de transporteurs privés préqualifiés, donc là, il cherche à avoir des préqualifications, c'est-à-dire ce n'est pas le couple produit-fournisseur, produit manufacturier, mais c'est le couple véhicule et prestataire de service. Et c'est, vous voyez, souvent les acheteurs sont des pharmaciens. Ben, là, un pharmacien pourrait faire l'achat d'une prestation de transporteur privé. C'est la même règle, seulement ce n'est pas une matière, c'est pas quelque chose de tangible, c'est un service. Donc, il gère les transports de manière rentable et maintient un niveau de flexibilité qui lui permet de rediriger les produits en route vers une nouvelle destination si les circonstances l'exigent. Là, ici, on parle de flexibilité. Un prestataire, il a une flotte. Bon, ben, le lundi, si on lui dit, ben non, ce n'est pas un semi-remorque que je veux, mais c'est un 7 tonnes, c'est-à-dire la moitié, ou un 15 tonnes, c'est la moitié, ça ne lui pose aucun problème, puisqu'il a les deux. Alors qu'une centrale d'achat n'a pas forcément un semi-remorque, il a peut-être 15 tonnes. Vous voyez, il y a quand même des grandes différences dans ce niveau de flexibilité. Et souvent, les centrales d'achat oublient qu'avoir un prestataire, ça permet externaliser, ça permet d'utiliser à plein cette flexibilité. Donc, il lui permet de rediriger les produits en route vers une nouvelle destination si les circonstances l'exigent. Depuis environ 50 ans, il gère, c'est-à-dire le PAM, gère des transporteurs privés qui assurent la distribution jusqu'au dernier kilomètre dans des conditions difficiles. Les contrats sont administrés par les équipes de gestion logistique du pays. Donc, en fait, ils n'ont plus de flotte. Leur métier a évolué. Avant, ils géraient une flotte, c'est-à-dire des véhicules et des chauffeurs. Maintenant, ils gèrent un service. Donc, ça veut dire qu'il faut lancer des appels d'offres, peut-être semestriels, par le biais de journaux locaux, en mettant l'accent sur le coût, à condition que les transporteurs privés puissent démontrer leur capacité de livraison. Au Niger, le programme alimentaire mondial, j'y étais il n'y a pas si longtemps, à tes souhaits, Gilles.
J'espère que j'ai rien reçu, hein, parce que c'était proche. Et ce qui se passe, c'est que le programme alimentaire ne gère plus de flotte, ne gère plus de chauffeurs, mais par contre, il gère un service et il fait la formation. Donc, en fait, leur métier, le métier des gens qui étaient impliqués là-dedans, a complètement changé. Mais ça reste extrêmement lié et je trouve que ça rajoute de la valeur. Ça rajoute de la valeur parce que ça fait grandir le pays. Alors que si c'était le PAM qui continuait à gérer des flottes et des chauffeurs, le PAM ne fait pas grandir le pays. Là, il crée une dynamique de marché. C'est magnifique, je trouve. Donc, en mettant l'accent sur le coût, à condition que les transporteurs privés puissent démontrer leur capacité de livraison. La facturation se fait à livre fermé par tonne métrique. Mais c'est ça, tonne métrique. Je pense qu'il se fait aussi au kilomètre. Les contrats sont établis pour des périodes de 6 à 12 mois avec des évaluations de performance à la fin des contrats et des examens réguliers. C'est-à-dire qu'on fait des audits sur des indicateurs clés de performance. Qu'est-ce que c'est que livre fermé? Est-ce que ce n'est pas livre ouvert? Livre fermé, c'est en fait, ils font les à livre fermé, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas en fait. Ils s'en foutent. Il y a deux manières, voilà, il y a deux manières de négocier un contrat. Notamment, par exemple, on le fait beaucoup, on fait à livre ouvert sur tout ce qui est logistique, par exemple. Si vous allez négocier un contrat d'externalisation logistique, vous allez demander de le faire à livre ouvert. C'est-à-dire que vous voulez voir exactement la structure de coût du personnel logistique. Donc, pour un entrepôt, c'est très important, en fait, d'avoir accès à tous les livres de compte et savoir, en fait, où est-ce qu'ils font leur marge, comment ils font leur marge, comment ils vont rétribuer leur personnel. Vous avez accès à tous les… Et ça, c'est une négociation à livre ouvert. À livre fermé, c'est qu'en fait, vous dites à votre prestataire de service, je ne veux pas savoir comment tu gères tes finances, ça ne me regarde pas. Je veux savoir combien je te paye, combien tu me factures, et je ne veux pas aller rentrer dans ça. Donc, pour quel niveau de service? La concurrence est encouragée et plusieurs transporteurs privés sont souvent contractés pour les mêmes itinéraires. Le PAM a établi des relations positives et durables avec les transporteurs et dispose d'un vaste ensemble de données historiques sur les prix. Moi, j'ai été fasciné par la capacité de PAM à avoir compris qu'il devait faire 2 pas en arrière sur l'opérationnalisation, mais en capacité, les acteurs locaux, tout en comprenant qu'il y a certains segments, certaines régions qui ne pourront pas être transférés au secteur privé lucratif, mais ils le gardent, ils l'opérationnalisent eux-mêmes. Et vous voyez, je pense que ça, c'est une chouette vision du rôle du programme alimentaire mondial en disant, nous, on n'est pas là pour faire les opérations nous-mêmes, parce qu'on n'apprend rien, on est très fort là-dessus. Mais par contre, si on demande aux acteurs locaux, on va créer une dynamique de marché, on va faire grandir le secteur privé et le secteur privé va pouvoir fournir une solution au secteur public, mais aussi, si on fait grandir ces acteurs, ils pourront rendre un service au secteur privé et donc peut-être que les glaces Gervais ou n'importe quel de produit pourront passer par les mêmes véhicules un autre jour. Et donc, en fait, on fait grandir véritablement le pays. Vous voyez, j'ai une remarque pour Élie Antoine qui dit « Avant, la gestion de la chaîne d'approvisionnement était internalisée ». Ça veut dire quoi, la gestion de la chaîne d'approvisionnement? Gérer une chaîne, ça veut dire quoi? Vous parlez de qui spécifiquement? Et je ne répondrai pas forcément ce qu'a répondu Gilles, parce que qu'est-ce que vous voulez dire, la gestion de la chaîne? C'est un terme extrêmement vague. Pour la chaîne, ça veut dire de bout en bout? Ou alors c'est seulement une fonction? Vous parlez de la gestion du transport-distribution. C'est ça que vous voulez dire? Je ne sais pas, je ne comprends pas trop. Voilà. Donc, c'est une bonne illustration de quelque chose qui est facile à faire, c'est la sous-traitance du transport-distribution. J'ai entendu dire beaucoup de centrales d'achat qui disent « Ah non, on ne veut pas sous-traiter parce que le secteur privé, il a des mauvais camions. » Et alors, à ce moment-là, je prends au mot, je dis « Ok, on va visiter vos camions tout de suite. » Et on va voir les camions, et les camions sont quelquefois bien plus pourris que les transporteurs privés. Donc, en fait, c'est ce mauvais argument de dire on ne veut pas sous-traiter.
parce qu'on a des meilleurs camions, mais leurs camions sont aussi mauvais. Et deuxièmement, quand on fait le coût total de leurs propres camions, on s'aperçoit qu'ils sont plus chers. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont un camion qui travaille, enfin qui bouge, 1 jour sur 5. Donc ça veut dire le taux d'utilisation, c'est 1/5. Alors que le secteur, le sous-traitant, il va facturer 1/5. Alors que la centrale d'achat va facturer 5/5. Mais pendant 4 jours, les véhicules ne bougeront pas. Ça veut dire que c'est de la perte sèche. C'est de la perte sèche. Et donc, transformer la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'une activité et est-ce que on est au maximum ou est-ce qu'on a une efficacité et une efficacité et une efficience raisonnable, 1/5, c'est pas du tout raisonnable. 4/5, ça commence à être une bonne utilisation. Ça veut dire 4 jours par semaine, le véhicule, il est en train d'être utilisé. Pour prendre un peu de distance par rapport à notre secteur public, quel est le rôle d'une compagnie aérienne? Eh bien, en fait, c'est de maximiser l'utilisation de ses ressources. Qu'est-ce que sont que leurs ressources? C'est un avion. Ça veut dire que le rôle d'une compagnie aérienne, c'est de dire ma ressource, c'est l'avion. Il faut que l'avion il soit en l'air. Parce que s'il est sur le tarmac, ben, ça ne vole pas. Donc, je veux qu'il soit en l'air le plus souvent possible et je veux qu'il soit rempli à 100%. C'est ça le rôle d'une compagnie aérienne. En y maximisant le prix de chaque billet d'avion, eh ben, le rôle du transport, distribution, notamment de celle d'une centrale d'achat, ça devrait dire je veux que 5 jours, 8 heures par jour, pendant 5 jours, ces véhicules ils soient en train de livrer. S'ils ne le sont pas, c'est une perte. Et si c'est moins que 3 jours par semaine, à ce moment-là, pourquoi j'ai un camion? Ça ne sert à rien. Le secteur privé, il va me facturer 3 jours sur 5, ça va me coûter moins cher et ce sera plus efficace parce qu'en plus, je vais gagner en flexibilité. Vous voyez, c'est ça. Et donc, ça se calcule. Maintenant, le problème des centrales d'achat et d'autres acteurs, c'est qu'ils pensent que garder le pouvoir, ça les permet de maîtriser. Non, je vous ai expliqué que c'est plutôt changer son métier qui va nous permettre, et changer son métier, on ne gère plus une flotte, on ne gère plus des chauffeurs, on gère un service et on gère des indicateurs clés de performance. Et on peut introduire des formations, former un chauffeur, former les chauffeurs à qui on sous-traite. Ça, c'est vachement intéressant aussi, c'est bien plus valorisant pour certains. Donc, réfléchissez-y sur cette idée. Ça, véritablement, ça crée de la valeur. À toi, Gilles. Pour quand sous-traiter ou pas? Quelles sont les conditions internes? Où tu veux que je le fasse? Gilles? Ah, tu as été encore muet. Ouais, excusez-moi, j'étais en mu. Non, pour répondre, avant de prendre ce point-là sur quand sous-traiter ou non, juste en effet, parfois ça coûte plus cher. C'est vrai, hein, il y a des questions qui ont été posées sur le chat, vous avez raison. Le fait d'externaliser, ça peut augmenter les coûts en valeur absolue. Maintenant, les avantages, c'est la variabilité des coûts. Donc, il peut y avoir des gains qui sont liés, des gains en marge, hein, notamment en fonction des différentes périodes d'activité. Le fait de parler en coût fixe plutôt qu'en coût variable. Il peut y avoir des gains en efficacité, c'est-à-dire qu'on va gagner en efficacité en pouvant livrer plus de produits, voilà, en s'adaptant et dans les meilleures conditions. Donc, peut-être qu'en effet, il faut regarder le pour et le contre. Et puis, parfois, sur un contrat, par exemple, notamment sur le transport, il peut arriver très bien qu'il y ait des gains absolus, en valeur absolue. C'est-à-dire que ça coûte moins cher d'externaliser. Mais rechercher un gain financier en externalisation, ce n'est pas souvent la raison première. C'est-à-dire que ce n'est pas pour économiser de l'argent qu'on externalise. Et Gilles, Oui. pour capitaliser sur ce que tu dis, j'ai souvent visité des centrales d'achat et je leur ai demandé quel est le taux d'utilisation d'un véhicule sur 5 jours de la semaine, 8 heures par jour. J'ai rarement eu
ce résultat, ça veut dire qu'on ne suit pas le taux d'utilisation. Et tous les jours, venant à la centrale d'achat, je voyais les mêmes camions toujours dans la cour et ne bougeant pas. Donc, quand on dit que ce n'est pas possible de sous-traiter, c'est que globalement, il n'y a pas de volonté politique et il n'y a pas un directeur général qui dit donnez-moi les indicateurs clés de performance, quel est le taux d'utilisation. Et j'ai souvent entendu dire, c'est le deuxième diapositive, en disant les facteurs externes, ah oui, mais il n'y a pas de marché. En fait, on s'aperçoit que quand on dit comment vous avez testé le marché, il y a quelqu'un qui dit j'ai fait un appel d'offres sur 6 mois. Mais le secteur privé ne va pas investir dans des véhicules pour 6 mois. Si on lui dit c'est un contrat de 2 ans et avec potentiellement 3 autres ans optionnels si vous avez l'indicateur clé de performance, mais vous avez tous les transporteurs privés qui vont investir, qui vont dire moi, sur 5 ans, je peux assurer une rentabilité et donc je serai capable d'acheter des véhicules. Dites-moi quel véhicule vous voulez, ils seront tout neufs et ils seront pour vous. Donc, en fait, il y a une manière aussi de noyer le poisson à qui ne convainc pas les spécialistes comme Gilles et moi. Et à ce moment-là, dit non, faites les choses bien. Il faut faire un appel d'offres qui soit raisonnable et qui intéresse le secteur privé. À toi, Gilles. Merci Pierre. Donc, quand sous-traiter ou non? Donc là, on va d'abord regarder les conditions internes et puis après, on va regarder les conditions externes, les conditions du contexte, de l'environnement. Donc, il y a 4 grandes conditions, 4 grands éléments qu'il faut regarder. La première chose, c'est quelles sont les compétences de l'organisation. C'est quoi le métier d'une organisation? Voilà. C'est où, dans quel segment, dans quelle partie de votre métier vous avez une réelle valeur ajoutée. C'est vraiment votre objet, l'objet premier de l'organisation. Et donc, si en effet, c'est d'assurer l'accès à des médicaments de qualité pour l'ensemble de la population, vous pouvez vous dire à un moment ou à un autre que gérer, on va revenir par exemple, désolé de prendre sur cet exemple-là, mais gérer une flotte de camions, c'est important pour réaliser votre mandat, mais ce n'est pas votre cœur de métier. Votre cœur de métier, peut-être que ça va être plutôt de vous assurer que la qualité des produits qui arrivent est optimale et que les quantités ont bien été évaluées pour répondre à l'ensemble des besoins du pays. Après, ce qui est transport, stockage, tout ça, vous pouvez vous dire, non, ce n'est pas notre cœur de métier. Voilà, je ne suis pas en train de me faire l'avocat de l'externalisation, encore une fois, parce qu'il y a des organisations qui travaillent très, très bien en ayant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement sous leur responsabilité et leur gestion directe. Donc, mais il faut bien comprendre les métiers de l'organisation. Quels sont les métiers? Quelles sont les compétences en interne? Historiquement, comment l'organisation s'est développée? Autour de quoi? Où est-ce qu'on a des ressources disponibles? Où est-ce qu'on a des compétences disponibles? Et ensuite, en effet, s'il manque des compétences, si on se rend compte qu'il y a un endroit où soit on peut décider de gagner en compétences en interne, soit on peut décider d'externaliser. Ensuite, il faut bien regarder les processus opérationnels pour identifier là où il peut y avoir des enjeux de performance. Donc, ça demande une analyse fonctionnelle, ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle d'une organisation. C'est regarder l'ensemble des fonctions, les processus qui permettent la collaboration et voir qu'est-ce qui fonctionne. Ça inclut aussi les systèmes d'information, voir est-ce que l'accès aux informations, l'accès aux données marche bien. Ça inclut les systèmes de communication entre les différents groupes. Si on se rend compte, par exemple, qu'un département ne parle pas avec l'autre, on a un problème de communication, il va falloir le résoudre, sinon ça ne marche pas. Et puis, si on se rend compte qu'il y a un département qui ne marche pas du tout. Je ne sais rien, moi, par exemple, si jamais sur la finance, il n'y a pas de compréhension, pas de suivi, rien, peut-être qu'on va se dire qu'il va falloir externaliser la gestion financière ou la gestion budgétaire de certains. Donc, on l'externalise souvent. La comptabilité, par exemple, tous les aspects comptables, parfois, sont complètement externalisés dans une organisation. Donc, il faut faire cette analyse fonctionnelle de l'organisation pour comprendre où est-ce que ça marche bien et où est-ce que ça marche moins bien. Encore une fois, dans une chaîne d'approvisionnement, comme on le dit, la chaîne est aussi forte
que son maillon le plus faible. Donc, si vous avez un maillon très faible dans votre chaîne d'approvisionnement ou dans votre organisation, vous pouvez vouloir peut-être le renforcer en externalisant. Ensuite, regardez la capacité de gestion d'un prestataire externalisé. Encore une fois, on l'a dit, hein, gérer un entrepôt en interne, ce n'est pas la même chose que de gérer un prestataire externe. Il faut être capable de suivre la bonne exécution d'un contrat, il faut être capable de suivre le bon respect des conditions et des objectifs de qualité, les indicateurs de performance. Tout ça sont des éléments qu'il faut savoir anticiper quand on va développer le contrat et qu'il faut savoir gérer une fois que le contrat a été signé et que l'externalisation a eu lieu. C'est un métier particulier. Ce n'est pas du tout le même métier de gérer une équipe dans un entrepôt que de gérer un prestataire. Alors, quelqu'un qui gère une équipe dans un entrepôt peut très bien devenir un excellent gestionnaire de prestataires et vice-versa, quelqu'un qui gère un prestataire pourrait très bien devenir un excellent gestionnaire d'équipe. Ce n'est pas incompatible, mais ce n'est pas automatique. Hein, vous avez des gens qui sont très très bons pour gérer les contrats, des gens qui sont très très bons pour gérer les équipes et qui ne sont pas forcément interchangeables comme ça. Donc, il faut bien connaître ça et bien comprendre qu'il y a un métier qu'il va falloir développer en interne quand vous allez externaliser. Et puis finalement, est-ce que c'est techniquement possible? Il peut y avoir des contraintes techniques qui vont empêcher la réalisation d'une externalisation. J'en sais rien, ça peut être la taille de certaines livraisons. Par exemple, il peut y avoir des équipements médicaux qui ne vont pas pouvoir être externalisés, je ne sais pas, des scanners, des choses compliquées que vous n'allez pas pouvoir externaliser pour des raisons de risque. Il peut y avoir aussi des enjeux politiques qui vont vous bloquer pour l'externalisation. Par exemple, vous avez déjà une forte main-d'œuvre fonctionnaires qui sont avec des contrats avec l'État. Et ces contrats ne peuvent pas être terminés, puisque c'est des emplois à vie en tant que fonctionnaire. Donc ça peut en effet bloquer une externalisation. Il peut y avoir aussi des éléments financiers qui font que vous n'allez pas pouvoir signer des contrats ou administratifs, signer des contrats avec le secteur privé en utilisant des fonds publics. Peut-être qu'il y a des contraintes comme celle-ci. Donc il peut y avoir beaucoup de raisons qui vont administrativement, techniquement, politiquement aussi bloquer un processus d'externalisation. Et puis, les conditions externes, Pierre a déjà évoqué tout à l'heure l'analyse du secteur privé. Quand on veut externaliser, il faut qu'il y ait un secteur privé. Si par exemple on parlait de l'externalisation de la gestion des pharmacies, s'il n'y a pas de secteur privé ou secteur privé ou associatif, le secteur associatif et le secteur privé, c'est un secteur privé. C'est un secteur non lucratif, mais une association, c'est quand même une structure privée comparée à une structure d'État. Donc, s'il n'y a pas de secteur privé, que ce soit un secteur commercial ou un secteur non lucratif, il n'y aura pas possibilité d'externaliser dans des bonnes conditions. Peut-être qu'il n'y aura même pas de prestataire pour le faire, ou s'il y a des prestataires, il n'y en aura peut-être qu'un seul. Donc, vous n'allez pas pouvoir mettre en concurrence pour savoir avoir les meilleurs prix, avoir les meilleurs… Et puis, il y a peut-être des zones qui ne peuvent pas être atteintes. Vous nous parliez de zones qui ne peuvent pas être atteintes, qui sont très compliquées. Vous disiez que c'est une raison pour laquelle il faut externaliser, en effet. Mais est-ce que le prestataire, est-ce que le secteur privé aura la capacité d'aller dans ces zones-là? Donc, en effet, le secteur privé est important. Ensuite, il y a l'analyse coût-avantage. On le disait tout à l'heure, ça peut coûter plus cher. Oui, ça peut coûter plus cher. Mais est-ce qu'il y a des avantages qui vont aller dans le sens de ces coûts? Donc là, on dit, est-ce que les coûts globaux seront supérieurs ou inférieurs? Franchement, ils seront rarement inférieurs. C'est rare dans un processus d'externalisation qu'une fois externalisé, ça coûte moins cher qu'en interne. C'est rare. Par contre, il y a d'autres avantages. Et ces autres avantages, ça peut être en effet, on l'a dit, la qualité de service, ça peut être la variabilité des coûts, ça peut être une certaine reconnaissance aussi par rapport à des partenaires externes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir. Ça peut être aussi un allègement en termes de problèmes. C'est-à-dire que oui, ça va vous coûter plus cher, mais vous avez tellement moins de problèmes à gérer. Si jamais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, et ça, parce que vous allez pouvoir vous concentrer sur d'autres choses. Vous allez pouvoir vous concentrer sur d'autres choses qui vont avoir un impact beaucoup plus fort. Donc, cette reconcentration sur votre métier d'origine
en lâchant des solutions. Je reprends l'exemple du transport jusqu'au dernier. Le transport, moi j'ai travaillé souvent avec des entreprises de transport. Je vous assure qu'il y a une culture très, très particulière. Si vous avez déjà géré, ceux d'entre vous qui ont pu être amenés à gérer des équipes de chauffeurs, de camions, vous savez que ça ne se gère pas du tout de la même manière que quand vous gérez des gens dans un bureau. Ce n'est pas du tout, du tout la même chose. Je le dis en rigolant parce que c'est une expérience humaine très riche, mais on n'a pas envie d'y être toujours confronté tous les jours. Aucun jugement de ma part, parce que vraiment, moi, j'aime beaucoup justement travailler avec des gens qui sont une mentalité très particulière, mais Opérationnel. très opérationnelle. Mais c'est pas la même chose de gérer des administratifs qui passent des achats dans un bureau et de gérer une équipe de transporteurs ou de chauffeurs routiers. Voilà, donc en effet, l'analyse coût-avantage, il faut bien la mettre, et pas uniquement sur les coûts, mais sur le coût-avantage. Voilà. Et puis ensuite, la maturité des processus des entreprises actuelles. Voilà. Donc quand vous regardez en effet le paysage économique autour de vous, quel est le degré de maturité des prestataires de services? À quel niveau ils ont voulu? Par exemple, sur la gestion des données. Quand vous allez travailler vous allez externaliser une partie de votre activité à un prestataire, il faut qu'il soit excellent dans la gestion des données. Il faut qu'il puisse vous offrir un système avec du reporting, avec un système qui va parler avec votre système, la construction d'interfaces électroniques, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas le laisser à n'importe qui. Il faut qu'il y ait un niveau de maturité dans le transport qui soit très élevé. Des éléments éthiques aussi. Est-ce que, par exemple, ils font travailler les enfants? Est-ce qu'ils font travailler? Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément acceptables. Il faut que vous assurez qu'en externalisant, vous n'allez pas vous mettre face à des problèmes éthiques. Voilà. Et puis, est-ce qu'ils ont les capacités pour gérer tous les volumes que vous allez avoir? Donc, tout ça aussi, c'est les éléments externes sur l'existence, non seulement en effet du marché du secteur privé, mais aussi de son niveau de développement, sa capacité. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ces points internes et externes, les conditions internes et externes à l'externalisation. On va lancer un petit sondage. Voilà, on en a déjà parlé. Il faut que la CCT est une référence internationale. Oui, une référence internationale ou une très bonne référence nationale. Il peut y avoir de très très bons prestataires au niveau national qui se sont jamais lancés à l'international, mais en effet, vous avez raison, il faut qu'ils aient des références. Ça, s'il n'y a pas des bonnes références, s'ils n'ont pas déjà de l'activité, tout de même, s'ils n'ont pas déjà de l'activité, externalisée sur une boîte qui n'a pas d'activité, vous n'allez pas avoir énormément de gains parce qu'ils vont vous facturer tous leurs coûts. Ils vont tout vous refacturer. Donc, en effet, il faut qu'il y ait des références. À l'international, c'est bien. Mais national, il peut y avoir de très bons acteurs nationaux qui ne se sont jamais externalisés. Il faut vraiment un état d'esprit particulier aussi pour être dans la prestation de service. Il faut des gens qui soient orientés vers le service. Donc ça aussi, c'est important, la culture. Il faut que vous parliez avec les gens, il faut s'assurer que ça va bien marcher, parce que c'est comme un mariage. Non, je ne vais pas dire ça. Parce que quand même, avant le mariage, c'est toujours tout beau, tout est parfait, les relations sont bien, on sait que ça va bien se passer. Puis bon, après, voilà, la première année, ça peut être bien, deuxième année, voilà. Donc, voilà le sondage qui est lancé. Merci, vous pouvez répondre. Merci, Judith, Suzanne, vous aviez commencé à répondre sur le chat. Je vous engage à remettre votre réponse dans le sondage. Voilà. Alors, la bonne question, c'est est-ce que pour les autres produits, les produits programmes, qu'est-ce qui se passe? Tout est géré par Salama. Pour les mecs. Merci. On va passer à question-réponse. Si jamais, pendant que vous répondez est-ce qu'il y a des questions, des réponses, des éléments? Voilà, oui, le transport est sous-traité, oui, l'entreposage est sous-traité. Donc, en effet, tout est sous-traité. Il y a un gros travail. Mais Gilles, il ne faudrait pas préciser sous-traité à qui? Parce que est-ce que Salama, c'est un sous-traitant? Salama, je ne crois pas que ce soit un sous-traitant. Salama, c'est une entreprise Parapublique. publique. C'est une entreprise parapublique, ouais. Mais alors, comment ça se fait qu'on dise Dites-nous, à dites-nous, Madagascar parce que que vous savez l'entreposage mieux est que nous. sous-traité? Vous savez mieux que nous, parce que Salama, ce n'est pas leurs propres entrepôts, c'est des entrepôts qui sont sous-traités où ils ont une partie
Vous dites pour les Ils mecs, louent. tout est géré par Salama. C'est-à-dire que Salama gère une partie de son activité, mais elle externalise une autre partie, c'est cela? Elle loue des entrepôts additionnels. Vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas très précis, je pense, et ça peut On peut mener en parler. à Si quelqu'un confusion. veut en parler, si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Ouais, parce que là, il n'y a que Gilles et moi qui parlons. On parle beaucoup trop. À vous, Surtout toi, Pierre. Surtout toi, je trouve que tu surtout, parles beaucoup. j'allais dire surtout Gilles. Bon alors, qui prendra la parole un peu là? Ah, nous avons quelqu'un. Allez-y, Je peux parler? allez-y. S'il vous plaît, on vous écoute, Ramahatra. Oui. À ma connaissance, à la base, Salam, en fait, Salam ne gère que les maigres. Au début, comment dire, il n'y a que les mecs qui le gèrent là-bas. Donc, tout a été fait par Salam. Mais dernièrement, je ne sais pas c'était quelle année, on a commencé à insérer les autres programmes là-bas, surtout pour l'entreposage. Et il y a les, comment dire, les directions au service qui sont au niveau, les directions gouvernementales qui sont à la tête de ces programmes-là, mais ils louent, ils font de location à Salam pour entreposer leur, Qu'est-ce que vous entendez leur par il intrant. loue? Il paye pour le service d'entreposage et de transport-distribution? Oui. Ah, d'accord. Donc, c'est pour les programmes, je pense que Salam est déjà un sous-traitant. Parapublic, Oui. d'accord. Donc, juste quand même, parce qu'il y a un élément quand même qui est assez clair pour savoir si on sous-traite ou si on ne sous-traite pas, c'est est-ce qu'il y a des employés, des personnes qui n'ont pas un contrat Salama, qui ont un contrat Salama, qui font le travail. Si jamais toutes les personnes qui font le travail ont un contrat avec Salama, ça veut dire que c'est Salama qui gère. S'il y a des gens qui sont avec un contrat avec une autre organisation, c'est qu'il y a une sous-traitance. Hein, ça, c'est vraiment le point qui montre qu'il y a des gens qui ont un contrat avec une autre organisation que Salama. Hein, ils sont employés par une autre organisation et c'est eux qui gèrent le mouvement des boîtes, le mouvement des camions et ce genre de choses. Ça veut dire que là, il y a sous-traitance. Mais si tout est fait avec le personnel de Salama, on peut penser qu'il y a de fortes chances que ce soit pas de la sous-traitance. Même si il est vrai que des fois, il peut y avoir du personnel qui est détaché chez, une tierce, une sorte de partie logistique, une partie tierce logistique. Merci, merci. Juste, il est vrai aussi que quand on sous-traite, hein, souvent dans le contrat de sous-traitance qu'on fait, on met ce qu'on appelle des implants. C'est-à-dire que vous allez externaliser votre activité chez un prestataire logistique, mais vous voulez garder un œil sur ce qui se passe. Donc, en plus d'avoir, voilà, tous les agents Salama sont payés par Salama, donc Salama n'externalise pas. Salama, voilà. Vous pouvez, donc, je reviens juste à ce que je disais, quand vous externalisez, vous pouvez décider de garder certaines personnes qui vont être des implants chez le prestataire afin d'avoir un suivi très précis de ce qu'ils font. Vous pouvez aussi, dans un contrat d'externalisation, demander aux prestataires qu'ils reprennent votre personnel. Donc, dans un contrat d'externalisation, vous pouvez dire, ben voilà, moi aujourd'hui, j'ai 15 personnes qui font ce boulot-là, je n'ai pas envie de les licencier, mais j'ai envie d'externaliser l'activité. On veut faire un contrat avec vous à une seule condition, vous reprenez l'ensemble de mon personnel. Et donc, le contrat est transféré. Hein, ça, après, les conditions dans lesquelles ça se fait, les négociations, ça peut, voilà, c'est de la négociation. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. Hein. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, réponses, Pierre, peut-être tu vas De quoi? nous amener sous les différentes étapes, vers les différentes étapes de la gestion de la sous-traitance. Ok. Oula. Trop vite. Alors, gérer la sous-traitance. Moi, j'aime pas le terme gérer, hein, parce que je l'ai dit à votre collègue, gérer, qu'est-ce que ça veut dire?
c'est un terme vague qui veut tout et rien dire. Donc j'aime pas gérer la sous-traitance. Tu peux remplacer par manager. En fait, c'est le mot français. Je plaisantais, je Pardon. plaisantais. C'est une plaisanterie, Aïe, aïe, monsieur. aïe. Ton sens de l'humour, Gilles. N'est-ce pas? Euh, Tout d'abord, pour bien comprendre, se comprendre entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, il faut clarifier les besoins de départ. La demande de proposition, le contrat, il faut tout expliquer et il faut que les deux parties soient à l'aise. Beaucoup de contrats n'aboutissent pas parce qu'il y a quelqu'un qui oublie une information cruciale. Et donc, ça crée les surprises et les surprises, c'est jamais bon. Ensuite, il faut se mettre d'accord sur des indicateurs clés de performance et des niveaux de service. Il faut que ça soit contractuel. Si dans le contrat, vous voyez, nous les consultants, on a souvent les livrables. Ça, c'est le niveau de performance. Ce livrable doit être fourni à cette date. Si ça ne se passe pas comme ça, ensuite, quand le contrat est signé, c'est plus possible, la négociation n'est plus possible. Donc, tout ça, ça doit être très clair. Et il faut que les deux parties soient à l'aise. Sans ça, une partie ne signera pas. Et non seulement il faut le faire, mais en plus, il faut le surveiller. Combien de centrales d'achat ou combien d'organismes gouvernementaux ont fait les deux premières étapes sans surveiller les indicateurs clés de performance et donc le niveau de contrat tout au long de la vie du service. Il faut que ça soit fait ponctuellement et normalement, le contrat doit dire c'est mensuel. On a un audit mensuel, on a un audit semestriel. Les indicateurs nous seront rapportés et c'est bien d'avoir des indicateurs qui sont rapportés par le prestataire, mais le prestataire peut avoir l'idée de falsifier les informations. C'est pour ça qu'il est bien aussi de garder la main sur les informations. Et c'est ça qu'un sigle peut vous fournir, si le prestataire c'est de livrer, c'est de recevoir la commande, traiter la commande et la livrer à la formation sanitaire, mais normalement le sigle est capable de capturer ces trois étapes et de dire quand est-ce que la livraison a eu lieu et si 100% de la commande, de la réquisition a été satisfaite. Donc en fait, si c'était le cas, ça veut dire que le prestataire serait probablement Salama et la personne qui surveille les indicateurs clés de performance, ça serait l'unité de conduite de la chaîne d'approvisionnement. Si c'est Salama qui a ses propres indicateurs clés de performance, c'est bien, mais si elle a à la fois les opérations et l'information, et c'est ça qu'elle rapporte au département approvisionnement du ministère de la Santé, et en fait, il peut y avoir de la falsification. Et ce n'est pas le but. Donc, il faut que celui qui demande la prestation et celui qui l'opérationnalise, il faut vraiment y avoir il faut qu'il y ait une ségrégation de tâches et que le second puisse contrôler le premier en contrôlant l'information. Ou alors le Fonds mondial, par exemple, quand il a des programmes qui implémentent des récipiendaires principaux, il envoie le LFE qui est l'auditeur et qui confirme. Parce que le Fonds mondial à Genève n'a pas vocation à récupérer l'information. Mais par contre, il demande à un auditeur d'auditer. C'est une autre manière de surveiller les indicateurs clés de performance. Ça se fait a posteriori pour le Fonds mondial. Maintenant, le conseil d'administration de la Salama ou alors l'unité de conduite de la chaîne d'approvisionnement, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si je me rappelais avoir utilisé le docteur Christian qui était à la tête de cette unité de gestion logistique, UGL, je crois. Il y avait un autre acronyme. Je ne sais pas s'ils suivaient ces indicateurs clés de performance de la centrale d'achat, Salama. Donc, la conclusion de tout ça, et c'est en vert ici, la transparence et la communication ou la visibilité sont essentielles à la gestion d'un prestataire. Et ça veut dire aussi que qui est responsable? Ce n'est pas le prestataire. Le responsable, c'est le donneur d'ordre. Et d'avoir un donneur d'ordre qui dit c'est pas moi,
c'est le prestataire, c'est faux. C'est se défausser. Le payeur, c'est le responsable. Et c'est à lui de prendre ses responsabilités. Ici, les enjeux habituels de la sous-traitance, le cas du Mozambique. Alors au Mozambique, il y a eu une idée de sous-traitance et on a posé la question pourquoi vous ne sous-traiteriez pas? Et on a des arguments, certains tiennent pas. Les centrales d'achat déclarent souvent qu'un transporteur privé coûte plus cher qu'une flotte interne, alors que le taux d'utilisation de la flotte interne y est faible, utilisation de 8 heures par jour sur 5 jours ouvrés. La définition du niveau de service n'est jamais claire et ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que le véhicule n'était pas à leur disposition. Vous voyez. Deuxième idée, un transporteur privé sous-traitant dira que son tarif le plus compétitif défend une bonne utilisation de ses véhicules. Par exemple, les clients du secteur des produits de grande consommation exigent des délais de chargement et de livraison spécifiques qu'ils respectent. Mais les centrales d'achat font attendre les véhicules des transporteurs privés parfois pendant une journée entière. Et donc, effectivement, si vous avez un véhicule, un semi-remorque, à qui la centrale d'achat dit venez lundi matin 8 heures, mais lundi matin 8 heures, la centrale d'achat ne peut pas charger parce que les employés ne sont pas là, ou ils ont été prévus pour mardi, le transporteur privé va facturer lundi et mardi. Et en fait, pour la centrale d'achat de dire que le sous-traitant n'est pas compétitif, c'est faux. C'est que les personnes qui sont censées être là, qui ont été censées être là, n'étaient pas là, et donc le prestataire n'a. Donc ici, l'indicateur clé de performance, elle est du prestataire, elle n'est pas bonne parce qu'elle est facturée 2 jours, or il aurait dû facturer 15 jours, mais la cause fondamentale, c'est bien la centrale d'achat. Comprenez? Troisième point, un central d'achat dira qu'elle a besoin de flexibilité de la part des transporteurs parce que le chargement-déchargement est manuel et qu'elle ne peut pas éviter des retards. Les critiques diront toujours que les transporteurs privés sont plus chers et qu'ils s'enrichissent. Moi, quand j'ai commencé en 2006 en Colombie-Britannique au Canada, on m'a dit « Pierre, tu ne peux pas parler avec Sanofi ». Je dis « Pourquoi ?» Parce que ce sont les privés. Et alors pourquoi? Eh bien, c'est le diable, parce qu'eux, ils se font de l'argent. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut raisonner en 2006, non, en 2004, en 2006, comme ça en Colombie-Britannique, au Canada? Mais c'est pas le diable. Ils se font de l'argent. C'est pas infamant de se faire de l'argent. La question, c'est savoir si on les laisse faire de l'argent raisonnablement ou si, et ça, c'est si on les maîtrise, et si on les maîtrise pas, ils font de l'argent d'une manière irrationnelle. Et à ce moment-là, nous, on n'est pas dans notre rôle. Et le but, c'est que tout le monde y trouve son compte d'une manière raisonnable. Dernier point, un service réussi du transporteur privé dépend de la discipline du magasin central pour charger les camions et les créneaux horaires convenus. Ça, c'est probablement un transporteur privé qui dit, mais si c'est vous qui chargez mon véhicule, vous avez de la discipline dans le magasin central et vous le chargez, et à ce moment-là, je respecterai vos horaires. Mais si vous n'avez pas de discipline, à ce moment-là, je vais devoir facturer lundi et mardi. Vous voyez, c'est un peu ça. Discutons de l'exemple de l'Ouganda. Normalement, alors, comment on fait l'agile? Je pense que l'auditoire a dû avoir lu l'exemple de l'Ouganda, non? Il y a un document sur l'Ouganda qui est partagé, mais je peux vous en parler un peu. Moi, je connais un peu. Allez, vas-y. Pour avoir travaillé avec CMS, le Central Medical Central Medical Store, hein, donc l'entrepôt médical central. L'Ouganda est un cas assez particulier parce que, déjà, bon, ce n'est pas un très, très grand pays, mais en plus, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont réussi à centraliser beaucoup de responsabilités au niveau du CMS, donc Central Medical Store. Leur problème, donc, c'était en effet de savoir comment ils allaient pouvoir arriver jusqu'au dernier kilomètre. Et pendant assez longtemps, ils travaillaient qu'avec leur propre flotte. Et ça leur posait pas mal de problèmes.
Donc aujourd'hui, ils sont passés par un appel d'offres, hein, par une transformation de leur chaîne d'approvisionnement. Et donc aujourd'hui, ils arrivent à aller jusqu'au dernier kilomètre avec des transporteurs privés. Ils ont externalisé les derniers kilomètres. Ils ont mené d'abord un projet pilote, hein, de sous-traitance pour essayer de voir comment comment on pouvait trouver la meilleure solution pour externaliser. Et en fait, ils sont partis sur une solution où en fait, ils ont gardé leur flotte, la flotte de camions qu'ils avaient en interne, et ils ont externalisé les derniers kilomètres. Donc, ils ont une flotte en interne qui va jusqu'aux entrepôts secondaires, et puis toute la partie qui va de l'entrepôt secondaire jusqu'aux zones de santé, elle est externalisée à des prestataires. Ils ont fait un appel d'offres, ils ont trouvé 2 prestataires qui pouvaient répondre à cet appel d'offres, et donc ils ont externalisé le transport depuis les entrepôts secondaires jusqu'au centre de santé à ces 2 prestataires. C'est une solution multimodale, hein, donc il n'y a pas que des camions, il y a une variété de moyens de transport assez large, hein, qui peut inclure notamment des bateaux, qui peut inclure différents modes de transport que CMS, hein, Central Medical Store, ne souhaitait absolument pas prendre en responsabilité. Donc, les prestataires sont sélectionnés avec des contrats d'1 an. On peut juger peut-être que le contrat d'1 an, c'est court, mais bon, c'est ce sur quoi ils sont partis, hein, des contrats d'1 an après une procédure de passation de marché rigoureuse, des vérifications détaillées, des antécédents, d'évaluation des capacités. Donc, en effet, tous les éléments qu'on a abordés ici ont été pris en compte. Ils ont mis des performances, des key performance indicators, des indicateurs de performance, notamment un qui est assez important, qui est un délai de 5 jours ouvrables entre le moment où l'ordre est passé et le moment où la livraison a été réceptionnée dans le centre de santé. Voilà. Et du coup, en effet, la précision, les respects des délais de livraison, la qualité des produits a été considérablement améliorée. Alors, il n'y a pas eu de gain financier direct, hein. Par contre, en effet, en revanche, il y a eu un réel gain en termes de qualité de service, et donc en effet de tracas aussi à gérer en permanence. Voilà, c'est un point quand même qui est important aussi à mentionner avec ce système qui a été mis en place par l'Ouganda, c'est qu'en début d'année, ils font un plan de distribution pour l'ensemble de l'année. Et sur l'ensemble de l'année, les prestataires sont informés, les centres de santé sont informés, tout le monde sait, alors il peut y avoir des variations, hein, mais en tout cas, il y a un plan qui est envoyé à tout le monde, et ce plan va être respecté, sauf si jamais il y a des besoins d'adaptation, ce qui est toujours le cas. Mais au moins, ils ont un plan de distribution de l'ensemble des centres de santé sur toute l'année. Ils savent comment la planification va se faire, comment on va passer de l'entrepôt central aux entrepôts secondaires, comment on va passer des entrepôts secondaires aux centres de santé, et tout ça, c'est planifié sur l'année. Ils appellent ça la Bible, et ils le partagent, et tout le monde en a une copie. Tout le monde dans l'organisation, tout le monde dans les centres de santé, tout le monde dans les entrepôts, tout le monde a vraiment cette, entre guillemets, Bible, qui est leur référence pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des adaptations, ça ne veut pas dire qu'on est rigide et qu'on ne va pas interpréter les textes, hein, on pourrait dire si on garde cette image, mais il va falloir à un moment ou à un autre avoir cette référence, et ça permet en effet, s'il y a des variations, de savoir en tous les cas quelle était la référence. Voilà. En effet, comme vous le dites, hein, Ingo Lovatiana, c'est vrai que c'est un très bon exemple. Moi, je dois avouer avoir été assez impressionné en allant en Ouganda et de voir comment il fonctionnait. Juste un élément quand même qui est très important aussi, quand même, qu'ils ont réussi à faire en Ouganda, qui moi aussi m'a assez impressionné, c'est qu'ils ont réussi
sur la base des prévisions et des anticipations en termes de consommation et de besoins, ils ont réussi à faire que l'Assemblée nationale vote chaque année un budget et qu'elle alloue ce budget, la gestion de ce budget, la responsabilité de ce budget est allouée à CMS. C'est-à-dire que chaque année, CMS, qui est la centrale d'achat, on leur donne le budget pour l'ensemble des achats et l'ensemble des frais logistiques d'approvisionnement. Et c'est eux qui vont gérer tout ça. Donc, il n'y a pas, à un moment ou à un autre, cette négociation qui peut y avoir souvent dans les pays où le budget est réparti entre les centres de santé, le niveau central du ministère de la Santé et un peu pour les frais de fonctionnement à la centrale d'achat. Non, là, il y a une centrale d'achat et elle a la main sur la gouvernance et la responsabilité, la gestion et la gouvernance des fonds qui sont liés à l'ensemble de l'approvisionnement en produits médicaux et produits de santé. Hein. Ce n'est pas uniquement les produits médicaux, c'est pas uniquement les médicaments, c'est aussi tous les systèmes, les équipements médicaux. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, c'est pour quand vous voulez comparer ce cas avec votre expérience, ou voilà, il y a, comme vous le dites, c'est un bon exemple. Angolo Vatiana, vous avez raison. Je pense que c'est quelque chose qui marche très très bien. Je dois vous avouer qu'il y a une dynamique aussi là-bas. Quand vous rentrez là-bas, quand vous rentrez il y a vraiment une équipe qui fonctionne très bien. On voit qu'ils sont contents. La logistique, c'est un métier dur, la logistique. Hein. La supply chain, c'est un métier dur. Vous savez, vous êtes en bout de chaîne. C'est-à-dire que la logistique, la supply chain, vous arrivez quand tous les autres ont fait leur boulot. Ou pas. C'est-à-dire qu'ils ont tous fait leur boulot, ou ils ne l'ont pas fait, ou ils l'ont bien fait, ou ils l'ont mal fait. C'est-à-dire que tous les problèmes qui n'ont pas été anticipés, ils vont apparaître au niveau opérationnel. Et donc, très souvent, la logistique, hein, les gens qui sont en charge de la supply chain, ils vont être blâmés, on va leur faire porter la responsabilité de problèmes qui ont été générés bien en amont. Hein, comme on dit, un manque de planification en début ne doit pas générer des urgences en fin. Ou un problème au début ne doit pas créer des problèmes à la fin. Hein. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête, que la logistique, c'est un métier où plus vous allez planifier, plus vous allez vous assurer que les autres en amont font bien leur travail de planification, moins vous aurez de problèmes de votre côté. Et Gilles, on ne dit pas qu'il veut se débarrasser de son chat, l'accuse de la rage? Son chien. Ah, pardon, je croyais que ça s'appliquait au chat. Qui veut se débarrasser de son chien, l'accuse de la rage. Exactement, Pierre, tu as tout à fait raison. Et en effet, voilà, il faut faire attention aussi. Non pas qu'on cherche à se débarrasser des experts en chaîne d'approvisionnement, mais on les blâme souvent pour des choses qui, en fait, ça ne dépendait pas d'eux. En effet. Et en effet, ce que vous dites là sur le point, hein, Noro Asina, vous avez raison, hein, Madagascar, on l'appelle la grande île. Donc, en effet, c'est très vaste. Il y a énormément de points de santé, en effet, vous avez raison. Et est-ce qu'il faut avoir différents prestataires? En effet, il faudrait probablement réfléchir à avoir plusieurs prestataires sur les différents types Et vous voyez, au Kenya, la KEMSA a alloué des corridors et des zones en disant on va faire un appel d'offres pour cette zone nord-est. On va faire un corridor pour cette zone nord-ouest. Et comme ça permet de répartir la dynamique du marché, être sûr que les prestataires alors on parle du transport-distribution, hein, ne seront pas saturés en termes d'activité. Vous voyez, il y a plein de stratégies qui sont vraiment, vraiment très intelligentes et qu'on apprend au fur et à mesure. Maintenant, dire que Madagascar est très vaste, voyez la RDC. C'est un continent dans le continent. Vous voyez l'Inde. Oui, mais la RDC n'est pas une référence en termes d'efficacité. Eh bien, on va parler du pays où je vais voyager demain, l'Indonésie. C'est un pays qui est gigantesque, 17 000 îles. Mais une externalisation ciblée, je pense, comme vous le dites, hein, vraiment, c'est très important. Après, voilà, en effet, il y a des enjeux de budget. Le budget, normalement, l'externalisation, hein, c'est pas quelque chose qui coûte cher sur le coup, donc ça ne demande pas un gros investissement. Hein. Mais ça demande quand même du travail, ça quand même demande de l'attention, ça a quand même un léger coût.
La coordination, en effet, est très importante et avoir des entrepôts décentralisés, en effet, c'est probablement, si vous avez vu les conditions de Madagascar, c'est probablement une bonne solution. On va envoyer un sondage. Si on peut envoyer tout de suite le sondage, Priyanka, merci. Voilà, juste pour avoir un peu votre avis comme ça sur les fonctions de chaîne d'approvisionnement qui gagneraient beaucoup à être sous-traitées, selon vous. Hein, voilà. Voilà, on ne va pas parler spécifiquement de la logistique, la décentralisation des entrepôts par Salama. En effet, la décentralisation, c'est voilà, bon, on l'a dit quand on a travaillé sur centralisation, décentralisation. Hein, il ne faut pas que ce soit, c'est comme l'externalisation. Hein, il ne faut pas que ce soit la réponse automatique, mais c'est vrai que être au plus proche des besoins, ça peut vraiment être quelque chose de très utile. Merci pour vos voilà, le transport, je connais la logistique de retour. En effet, la logistique de retour, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Voilà les réponses. Voilà, peu de gens visent d'externaliser l'entreposage, c'est bien. Le transport, en effet, l'achat, c'est la gestion des ressources humaines. Bon, ce sont des éléments qui sont compliqués à externaliser. Hein, ça, on ne va pas se mentir, c'est compliqué. L'achat et la. Moi, c'est amusant, l'entreposage central, je l'externaliserai parce que si Salama n'a pas les bons entrepôts, elle peut louer les entrepôts et y mettre des bons entrepôts et y déployer ses propres employés. Bon, ce sont des choix. Hein. Moi, voilà, c'est peut-être le métier, c'est peut-être le cœur de métier, le stockage, c'est peut-être le cœur de métier. Moi, je ne vais pas vous mentir, moi, je suis quelqu'un qui a commencé sa carrière dans les entrepôts. J'ai commencé ma carrière dans les entrepôts et j'allais dire un amour, ça serait un peu exagéré. J'ai un goût Même que Dieu. Je trouve que vraiment les entrepôts, quand une chaîne d'approvisionnement maîtrise son entrepôt, quand vous avez vos entrepôts en propre, que vous pouvez y aller, que vous pouvez voir ce qui se passe, avoir un œil sur les choses, ce sont vos équipes qui gèrent ces outils-là. Il y a une valeur en termes de culture, en termes d'appropriation du transport, enfin de la chaîne d'approvisionnement qui est très forte, très très forte. Donc, je suis assez content de voir que personne n'ait suggéré qu'on externalise les entrepôts, car vraiment, pour moi, l'entrepôt, c'est le cœur de la supply chain. C'est là où le cœur bat, c'est là où vous voyez vos produits qui passent, c'est là où vous voyez s'il y a des ruptures, s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des surstocks. C'est vraiment le pouls. Hein, vous allez pouvoir prendre le pouls de votre chaîne d'approvisionnement. Voilà, je serai toujours un peu excessif dans ma façon d'aborder l'entrepôt. Et si Salama a un bon entrepôt, et si ça marche bien, un gars radical. Vraiment très satisfait. Je vous engage en effet à ne pas lâchez pas. Ne pas lâcher. Exactement. Merci Pierre. Parce qu'une fois qu'on a externalisé, radical, toi. Une fois que vous aurez externalisé, vous ne pourrez jamais. Ça va être très très dur de réinternaliser parce que là, autant externaliser, ça ne coûte pas très cher d'externaliser. Autant réinternaliser, ça coûte très 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 cher. C'est un très gros. Ça serait une bonne mesure temporaire d'externaliser l'entrepôt pour apprendre ce que c'est qu'un bon entrepôt, un entrepôt unique avec du racking, avec un bon sol, avec peut-être des rackings 6 étages, de l'apprendre avec le coaching de, imaginez Bolloré Logistique, et ensuite, entre-temps, on le fait construire au bon endroit à Madagascar, et ensuite, on le réintègre. Bon, bref. Il y a des belles stratégies là-dessus. Je préférerais que vous. Déjà, Bolloré Logistique, je crois qu'ils ont quitté le continent. Et non, ils ont changé de nom. Et ensuite, ça reste le grand corrupteur d'Afrique. Et ensuite, deuxièmement, pour ce qui est de voilà, si jamais il y a des gains de performance à avoir dans l'entreprise de Salama, il peut y avoir en effet des accompagnements qui sont faits par des experts techniques. Gilles, qui peuvent vraiment aider à l'amélioration. Tu sais, quand l'adolescent est devenu adulte, ça ne sert à rien de garder les habits de l'adolescent. Il faut des habits d'adulte. Sans ça, ça ne marche pas. Ça coince, c'est saturé, on ne peut plus s'étendre verticalement, horizontalement, etc. Machin. Ça, c'est la bonne analogie. Il faut savoir un peu savoir comment gérer l'héritage, et l'héritage nous tire vers le passé. Trop. C'est une analogie
bon, qui vaut ce qu'elle vaut, assez quantitative en termes des habits. Hein. Mais bon, voilà. Tu vois, t'as un gilet qui n'est pas jaune, tu as un gilet de Jones. J'ai su C'est rester à la jeune mode. tout en Allez, on continue. mature. Tout en devenant mature. Voilà, je vous remercie. On est arrivé à la fin du cours. Il commence à avoir un chat dans la gorge. Vous allez avoir une évaluation sur la Hive que vous pouvez remplir. On vous remercie vraiment. Si vous pouvez remplir de manière la plus complète possible ces évaluations, hein. Nous, ça nous permet vraiment de nous améliorer. Ça nous permet voilà, de prendre en compte vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous donner des commentaires, n'hésitez pas à nous donner des conseils. S'il y a des choses qui peuvent mieux fonctionner, qu'il faut changer, qu'il faut améliorer, ou des choses qui vous ont bien plu, eh ben, merci de nous le dire et merci de nous mettre des commentaires aussi. Ça nous aide beaucoup. Il va y avoir une cérémonie de certification. Alors, il va y avoir la cérémonie de certification va inclure le CAC1 et le CAC2. Donc, il ne va pas y avoir de cérémonie de certification spécifique pour ce cours de CAC1, mais on va trouver la date ensemble à la fin du cours d'apprentissage collectif numéro 2. Et nous vous inviterons tous, hein, lors de cette réunion, à présenter vos diplômes. Voilà. Donc, on vous engage quand même à passer le diplôme et vous serez évalué. Enfin, l'évaluation de ce cours va avoir lieu là dans les 15 jours qui viennent. Hein, donc, vous avez finir le cours et faire l'évaluation. Mais la cérémonie, la remise des diplômes aura lieu en même temps que le CAC2, une fois que le CAC2 sera terminé, donc probablement dans un peu plus d'un mois, voire 2 mois. Voilà, merci beaucoup. Là, je vois qu'il y a des gens qui mettent des notes sur le. Merci beaucoup pour ces notes. Elles sont belles. Donc, merci beaucoup. Mais c'est vraiment sur la Hive qu'il faut mettre ces notes. Hein. Donc, retournez sur la Hive, faites l'évaluation du cours complet. Là, il y a un sondage pour la session d'aujourd'hui. Hein. Donc, c'est pour la session d'aujourd'hui qu'on vous demande de faire le sondage. Mais sinon, sur la Hive, vous pouvez faire l'évaluation de l'ensemble du cours. Et vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires qualitatifs, une description, des recommandations pour que ça s'améliore. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end, une bonne fin de mercredi. Voilà. Et puis, finissez bien les cours, passez vos tests avec succès. Et puis, on se retrouve, Dieu voulant, pour la session du CAC 2. Merci à vous. Et attention, la remise de diplôme se fera pour CAC1 et CAC2. En même temps, en effet. En même temps. Comme ça, on va tous se retrouver, ça va être plus sympa. Il y a quelqu'un qui dit, plus on est de folle, plus on rigole. C'est quand même assez sympa. Ça va permettre de se retrouver. Merci bien. Bon week-end. Merci d'avoir. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. À très bientôt. On a pris plaisir. On se retrouve pour ça. Au revoir et bon week-end. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Au revoir, merci.